entendu. Juste rappeler d'abord la notion également, bien entendu, quand on fait du dépistage, du screening, là ça concerne les jeunes sportifs, mais on peut faire également du dépistage chez d'autres jeunes patients. Ici, je vous ai quelque chose qui est sorti assez récemment. En fait, c'est une étude d'anatomopathologiste. En Angleterre, ils ont répertorié à peu près près de 800 morts subites chez les adolescents, et tous ont eu une autopsie. Donc on avait une certitude, en fait, s'il y avait ou pas une cardiopathie sous-jacente. Et vous voyez, intéressant, c'est qu'à peu près dans plus de la moitié des cas, en fait, il n'y avait pas de cardiopathie structurale, anomalie coronaire, etc. Et donc ça a été rapporté à des syndromes électriques. Ça, c'est la première information. Et vous voyez ici, en fait, que les décès surviennent certes pendant l'exercice, mais la majorité surviennent au repos. Quand on a une cardiopathie, ce n'est pas forcément à l'effort qu'on va faire le décès. Alors bien entendu, la difficulté du screening, vous les connaissez. Les bénéfices, bien entendu, si on s'adresse à un critère fort comme la mort subite, on a l'impression d'être plutôt en phase avec ce que souhaitent les patients, leur entourage, etc. Et bien entendu, ce qui me paraît le point négatif, ce sont les faux positifs particulièrement importants. Je vais vous montrer quelques exemples. Les statisticiens nous rappellent bien que plus la prévalence en fait du maladie est faible, et c'est le cas en fait des anomalies coronaires à risque, à peu près 3 pour 1000, et bien plus le risque de faux positifs est élevé. Et comme a dit Nicolas, en fait, il faut gérer ces faux positifs, et c'est les difficultés éventuellement de multiplier les examens, d'inquiéter à tort des jeunes patients et leur entourage. Alors quand on fait du screening, vous savez qu'il y a tout un cahier des charges qui a été initié, vous voyez, c'est pas tout à fait récent en fait, où il faut essayer de coller à tous ces items. C'est jamais facile, ça dépend bien entendu des moyens dont on dispose, ça dépend de la pathologie. Je pense que pour le diagnostic, je défendrai l'échographie transthoracique, c'est ce que vous faites certainement assez régulièrement. Et chez un autre patient, en fait, bien visualiser l'ostium droit ou l'ostium gauche, même avec la bifurcation, c'est quelque chose qui est possible. Et bien entendu, vous allez tomber de temps en temps sur ces anomalies-là. Ici, vous avez une anachore gauche dans le sinus droit, et ici, une anachore droite qui naît dans le sinus gauche. Alors, c'est jamais aussi caricatural, bien entendu, mais en tout cas, l'impression, c'est que les échographistes, ce que je ne fais pas, font des progrès avec des protocoles bien standardisés, et que, si vous voulez, les faux positifs ou faux négatifs, en fait, devraient être plus rares. Par contre, ce ne devrait plus voir maintenant, lorsque vous faites des échographies, en tout cas quand on reçoit un compte rendu d'échographie transthoracique pour un bilan d'aptitude sportive, dire que l'examen est dans la limite de la normale, alors qu'à aucun moment, vous voyez, on parle, est-ce qu'on a recherché les ostia coronaires, est-ce qu'ils sont présents ou pas. C'est toujours extrêmement important de le mettre, même si on ne les voit pas, c'est une information capitale. Alors je vous ai dit que les échographistes font des progrès, c'est une certitude. Il y a beaucoup de séries en fait longitudinales où on voit, par exemple, qu'entre 2015 et 2019, eh bien, le diagnostic, en fait, il passe de 0,3% à 1,5%. C'est un peu élevé, à mon avis, en termes de prévalence. Mais en tout cas, on voit que si on fait des protocoles bien standardisés, en fait, on va en trouver, et sans doute qu'on va améliorer les capacités de cet examen-là. Alors, il y a l'échographie, il y a quelque chose dont on a parlé, bien entendu, qui est moins facile d'accès, qui est l'imagerie par résonance magnétique, mais qui a l'intérêt, par rapport à l'échographie, de bien visualiser les coronaires, et également, bien entendu, de visualiser en fait une éventuelle cardiomyopathie. Ici, je vous rapporte une série qui est assez originale, qui est, à mon avis, la seule qui a été rapportée, de près de 5000 jeunes de 15 ans nord-américains qui s'apprêtaient à rentrer au collège et donc à faire du sport. Ils avaient tous en fait un interrogatoire, un examen physique assez succinct, un ECG et une IRM cardiaque. Et les résultats sont les suivants. Vous voyez, ils dépistent quand même dans à peu près un peu moins de 1% des cas ce qu'ils considèrent comme des anomalies à haut risque de mort subite. Il y a bien sûr les syndromes électriques, il y a les cardiomyopathies et il y a les anomalies coronaires. Et vous voyez que les anomalies coronaires, en fait, en termes de prévalence, elles sont assez proches des autres pathologies. Donc la question, c'est pourquoi rechercher des syndromes électriques, pourquoi rechercher une CMH et pourquoi ne pas rechercher une anomalie coronaire.
Alors maintenant, qu'en est-il en fait des recommandations et puis ce que nous disent en fait les systèmes de santé, en particulier en France? On a l'habitude, vous savez, d'opposer en fait les pratiques nord-américaines où en fait l'ECG systématique n'est pas recommandé aux recommandations européennes où l'ECG théoriquement devrait être systématique pour délivrer une licence à un jeune patient. En fait, quand on regarde les pratiques nord-américaines, vous savez également qu'ils ont toute une checklist et qu'ils doivent respecter en fait pour un jeune patient qui s'apprête à faire de la compétition. Et vous voyez que dès qu'un patient a une gêne thoracique liée à l'effort, ça peut être des précordialgies, l'interrogatoire est souvent difficile. Vous voyez, il y a beaucoup de raisons en fait pour que le jeune patient coche ou la famille coche la case. Et dans ces cas-là, aux États-Unis, ce qui est recommandé, c'est l'ECG, c'est l'écho et c'est même le test d'effort. Alors en France, quelle est la situation? Je ne sais pas si c'est votre ressenti. On a des recommandations, la Société française de cardiologie, de l'ESC bien entendu. Des recommandations, je vous rappelle, elles sont intéressantes bien entendu pour guider notre pratique, mais elles ne sont pas opposables. On a également des tests législatifs, en plus des règlements fédéraux, et in fine, en fait, le jeune patient, il va se retrouver soit chez un généraliste, soit chez un cardiologue, soit devant vous, cardiologue du sport. Et je trouve qu'il y a un décalage, en fait, un petit peu entre ces différentes étapes. On a du mal, des fois, un peu à s'y retrouver. Vous savez que, assez récemment, en fait, on a arrêté de faire la visite médicale systématique chez le jeune sportif, en fait, mineur, et simplement, ce jeune sportif va remplir un questionnaire, et si le questionnaire est anormal, il va passer chez un médecin qui jugera s'il faut pousser ou pas les investigations. Alors ça, c'est pour la grande majorité des cas. Et curieusement, vous voyez, il y a des sports comme le rugby, en fait, où vous allez voir, ils sont beaucoup plus restrictifs. Alors je vous ai mis ici, je ne sais pas si c'est votre ressenti, dans gens qui habitent dans le sud-ouest, où il y a beaucoup de rugbyman. Et voilà, moi, ce que j'ai compris, en fait, pour un jeune pratiquant à 12 ans qui commence le rugby, voilà ce qu'il va avoir comme examen, encore une fois, parce qu'il veut pratiquer le rugby. Pour le football, ce n'est pas du tout pareil. Donc vous voyez, au cours de sa carrière, s'il termine vétéran, il a eu 3, 4, 5, 6, 7 ECG, 2 tests d'effort. Et à aucun moment, on demande une échographie, ce qui paraît pour moi assez aberrant en termes de prise en charge. Alors quelle serait bien entendu, je partage l'avis de Nicolas, on ne va pas faire des dépistages avec imagerie à tout le monde. Je pense que la catégorie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle les espoirs. Vous savez, c'est les jeunes à partir de 12 ans qui vont rentrer dans un circuit de sport intensif avec des surveillances, etc. A priori, les chiffres sont un peu anciens, mais ça serait à peu près 8000 jeunes par an. Et dans ces cas-là, c'est bien codifié et c'est bien clair. En fait, ils doivent avoir un ECG, une échographie, donc recherche de l'anomalie coronaire, et un test d'effort également. Donc je pense que ça, c'est respecté actuellement. Mais si vous faites ça, en fait, je vous ai parlé de l'histoire de la prévalence des valeurs prédictives positives et négatives. Vous voyez, si on se prend cette population de 7000 jeunes, par exemple, avec une prévalence extrêmement basse, avec des taux de sensibilité ou spécificité finalement qui sont assez élevés, eh bien, vous allez vous retrouver avec près de 700 faux positifs, c'est-à-dire des jeunes qui vont venir vous voir ensuite et qu'est-ce que vous allez faire? En général, on va faire un scanner. Donc, vous voyez après dans quel circuit on s'engage, il faut le savoir. Donc, pour moi, si le dépistage, il doit avoir, bien entendu, c'est bien entendu pour une population très ciblée. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé, heureusement, un acteur très important, en fait, pour lequel, il y a 10 ans, par exemple, peut-être que dans une présentation, je n'en aurais pas parlé, c'est l'environnement, bien sûr, adéquat, avec la sensibilisation sur les gestes de première urgence en cas d'arrêt cardiaque, sur le développement, bien entendu, de l'implantation des défibrillateurs. Et chez les jeunes patients avec des anocorps, c'est toujours comme ça, en fait. C'est une fibrillation ventriculaire, ce n'est pas une asystolie. Et donc, si c'est pris en charge très rapidement, en fait, on retrouve un rythme régulier et avec des séquelles certainement qui sont minimes et une sortie hospitalière qui est très élevée. Et donc, la deuxième chose également que je voudrais insister, ça c'est une série d'Éloi Marijon du Centre médical de référence sur la mort subite en région parisienne. Et il a regardé en fait l'évolution au cours du temps sur le management et surtout sur la survie des arrêts cardiaques liés au sport.
Alors, bien entendu, vous voyez que c'est une moyenne d'âge de 50 ans, donc ce n'est pas que des jeunes sportifs, mais ce qu'on constate, vous voyez, avec les manœuvres de réanimation, avec le développement de l'implantation des défibrillateurs, on passe entre 2005 à peu près 25% de survie hospitalière à près de 70% en 2018. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et vous avez même, je ne sais pas si vous avez vu ce papier-là, en fait, de japonais, en fait, depuis de nombreuses années, ils mettent sur les courses de longue distance, en fait, des binômes, en fait, 2 personnes à bicyclette, ce n'est pas des médecins. Il y en a un qui est chargé de faire les premiers gestes, et ensuite l'autre qui est équipé d'un défibrillateur. Et en fait, ils sont extrêmement efficaces, très rapidement. Il y en a un tous les kilomètres, donc ils sont appelés, et bien entendu, le low flow et le no flow est extrêmement court. Et ils arrivent à avoir des taux de survie de près de 95% chez ces patients qui ont fait un arrêt cardiaque. Donc c'est la discussion, et je constate en fait un peu un renversement, en tout cas chez les Nord-Américains, où on va opposer maintenant ce qu'on appelle la stratégie proactive, c'est-à-dire qu'on va faire du dépistage, comme faire par exemple des ECG, éventuellement des échographies, versus la stratégie en fait réactive, où finalement il faut intervenir le mieux possible quand il se passe un événement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui peut-être va faire un peu changer en fait nos pratiques et notre vision des choses. Et donc moi ce que je vois, c'est la bonne question, c'est pas en fait le débat, ça c'est plus entre dépistage ou pas dépistage. Je pense que le débat c'est un questionnaire, ça me paraît très important comme on l'a dit, une imagerie si on veut systématique, plus les manœuvres habituelles versus un simple questionnaire et les manœuvres habituelles. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer en fait du dépistage, en tout cas avec l'imagerie, qui on sait qu'il y a un coût, il n'y a pas assez de médecins et des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai terminé avec, je ne sais pas si vous serez sensible en fait à ces 2 dernières diapositives patriotiques. Donc ça, c'est l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 1998. Parmi ces 22 joueurs, il y avait un joueur qui avait une CMH. A priori, c'était plus ou moins connu. Et par contre, il y avait un joueur qui avait une anocore qui a été dépisté après la victoire contre le Brésil. Alors, est-ce que ça aurait changé les choses si ces 2 joueurs-là avaient été en fait dispensés de sport? Je ne sais pas. Voilà, je vous remercie.